Sud Radio, la grande soirée des présidentielles, Philippe David. Vraie voix spéciale, s'il vous plaît, parce que les micros sont ouverts. On a redémarré, mon cher Pascal. Pardon. Les vraies voix jusqu'à minuit. On est avec vous jusque très tard. Nos deux débats seront de 22h à les 10, parce qu'on va prendre Sébastien Vincini, maire de Sainte-Gabelle et porte-parole d'Anne Hidalgo. Notre premier débat sera: Macron réélu, doit-il changer sa façon de gouverner? Ce sera jusqu'à 23h. Et de 23h à minuit, est-ce un succès ou un échec pour Marine Le Pen? Vous voulez réagir, le 0826 300 300, et les sondages sont sur Twitter et ça réagit énormément. Allez, on prend la direction d'une ville de la Haute-Garonne, Sainte-Gabelle. Bonsoir Sébastien Vincini. Bonsoir. Vous êtes donc maire de Sainte-Gabelle, une ville chère à Lionel Jospin, et porte-parole d'Anne Hidalgo. Vous avez entendu le discours du président de la République. Que vous a-t-il inspiré ? Je crois qu'il va falloir que Emmanuel Macron fasse preuve de beaucoup d'humilité et de compréhension. Aujourd'hui, très clairement, il y a eu un vote barrage de la gauche et de nombreux électeurs. Mais en même temps, il y a un fort rejet, une colère qu'ont témoigné les Français avec le vote en faveur de l'extrême droite et qui a été provoqué et nourri pendant tout ce dernier quinquennat. Je crois qu'il y a beaucoup de souffrance, de désespérance et de colère sociale qui s'est exprimée encore sur ce second tour. La France est fragmentée, elle est fracturée territorialement. C'est très prégnant dans la France périphérique, dans les quartiers, dans la ruralité. Et je crois qu'il va falloir comprendre et tirer beaucoup de leçons de ce scrutin. Est-ce que vous croyez, vu les propos du président de la République réélu tout à l'heure sur le Champ de Mars, enfin il y a quelques minutes, il y a une quinzaine de minutes, qu'on va vers un quinquennat plus social que le premier, Sébastien Vincini? On va avoir le débat lors des législatives. On va voir quel sera le programme d'Emmanuel Macron, en tout cas des marcheurs et de la République en marche et de ses alliés. Lors de la présidentielle, il n'y a pas eu véritablement de débat, mais ce qui a été esquissé témoigne quand même d'orientation très libérale. Réforme des retraites, réforme du RSA, réforme sur l'éducation nationale, tout ça est d'inspiration très libérale, et je crois qu'il va falloir effectivement qu'on ait un vrai débat pour porter les questions de justice sociale qui prennent en compte cette France populaire, la question de la jeunesse, la question aussi de nos aînés. Je crois qu'on va avoir, on donne rendez-vous au moment de ces élections législatives. Pascal Jalabert, vous posez une question, Sébastien Vincini. Oui, bonsoir Sébastien Vincini. Une question. On a entendu Emmanuel Macron rendre hommage et remercier les électeurs issus de la gauche qui ont voté pour lui et promettre qu'il en tiendrait compte. Et on a aussi entendu Jean-Luc Mélenchon dès 20h15 tenir un discours complètement différent de 2017, à savoir appeler à la création d'un bloc populaire réunissant toute la gauche. Alors vous êtes au Parti Socialiste, vous représentez le parti. Vers qui pouvez-vous vous tourner, soit la main tendue de Macron, soit celle de Mélenchon? Je crois qu'il faut de la clarté. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon a exprimé une volonté de rassembler le camp de la gauche et des écologistes. Moi, je fais partie de ceux qui sont extrêmement favorables. Je crois qu'une coalition de la gauche et des écologistes peut aujourd'hui offrir une alternance, peut apporter des réponses qui sont d'une toute autre nature qu'on a entendu ces derniers mois, portées par Macron. Très clairement, Macron, ce soir, est élu par une très grande majorité d'électeurs de droite, mais aussi de la gauche républicaine qui est venue faire barrage. Mais c'est le président qui est élu avec une très très forte abstention. On le voit sur nos territoires ruraux, on le voit sur la France périphérique, on le voit également dans les quartiers et les faubourgs des métropoles. Donc c'est un vrai signal. Moi, je crois qu'il y a besoin de porter le débat sur la justice sociale, sur les questions d'égalité, sur les questions aussi du changement climatique, ont été les grandes absentes des propos d'Emmanuel Macron durant toute cette campagne. Philippe Bilger, vous vous posez une question, Sébastien Vincini. Oui, Sébastien,
Vous avez dit tout à l'heure que le discours du président n'exprimait pas véritablement de changement, qu'il n'émettait pas de regrets. Est-ce que, pourtant, vous n'avez pas senti que, dans ce discours, au moins, il partait du constat, contrairement à 2017, d'une France qui était complètement éclatée, divisé, en affrontement? Est-ce que ça ne change pas un petit peu votre point de vue et ne montre pas à quel point, je l'espère, il paraît être conscient de ce qu'il a à faire pour surmonter ces terribles fractures? Sébastien Vincini. Moi, je reste toujours très sceptique. C'est pas un blanc-seing. Moi, j'ai fait campagne pour sauver la République à l'entre-deux tours et clairement utiliser le bulletin d'Emmanuel Macron. Mais en même temps, j'ose dire, moi, j'avais écouté avec très grande attention le discours post-pandémie, quand on était sorti du premier confinement, où il y avait la description du monde d'après, de ce qu'il aurait fallu faire. Il n'en a pas pris le chemin. Et pourtant, déjà, il y avait déjà des fractures qui étaient prégnantes. Moi, je l'ai entendu, j'ai écouté avec attention. J'ai trouvé moins d'éclat, moins jupitérien dans la manière de s'exprimer ce soir. Constatant, parce qu'il ne peut pas en faire autrement, que la France est véritablement fracturée, avec des territoires entiers qui ont mis Marine Le Pen en tête. Donc il y a une réalité qui s'impose à lui. Il est moins bien élu, c'est le président le moins bien élu. Il est moins bien élu qu'en 2017. Il est obligé de tenir compte de cela. Mais ça veut dire quoi? Qu'il va inverser complètement ses positions sur les politiques d'accompagnement et sociales, les politiques de redistribution. Ça veut dire qu'il va prélever plus pour mieux redistribuer. C'est des vrais choix. Qu'est-ce que ça veut dire, sa compréhension? Là, il va pas falloir seulement des discours. Il les a déjà tenus, les discours de réorientation. Il va falloir des preuves. Va-t-il revenir sur la réforme promise des retraites à 65 ans? C'est des vrais sujets. Va-t-il rétablir un impôt sur la fortune pour une meilleure redistribution? C'est un vrai sujet. Va-t-il augmenter le SMIC? C'est un vrai sujet. Françoise Degois veut faire une remarque. Oui, je ferai une remarque avec notre ami de Sainte-Gabelle. Je partage tout à fait ce qu'il a dit. Je me souviens du Macron et du discours d'Emmanuel Macron. Il y a 5 ans, c'était un discours extrêmement arrogant, prétentieux, solitaire, et on savait déjà que ce serait vertical, il n'y avait pas de chaleur. Aujourd'hui, on sent qu'Emmanuel Macron, même si j'écoutais l'ensemble de ses porte-paroles, vous savez, il y a une forme de vide sidéral qui se parle et qui se rabâche. On connaît très bien le macronisme. Ce soir, on a bien compris qu'il n'y a rien qui va changer en termes de ses soutiens. Lui, j'ai trouvé qu'il prenait un peu plus en compte les gens qui ont voté pour lui. Parce que derrière, encore une fois, les airs un peu de matamor, bien que tout le monde tente de faire profil bras, Emmanuel Macron connaît les chiffres. Il sait très bien à la tête de quoi il est arrivé et comment il y est arrivé ce soir. J'ai envie de dire, c'est la dernière station avant le désert. C'est-à-dire que c'est le président le moins bien élu. 36% des inscrits ont voté pour Emmanuel Macron. C'est le plus mauvais score. C'était 43 il y a 5 ans. C'est le plus mauvais score de la 5e. Ce sont des millions, on va compter en 15, 16, 17 millions. Si on rajoute les bulletins blancs, moi je le redis, on compte pas les bulletins blancs. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas encore les bulletins blancs et nuls. Ils étaient 4 millions en 2017. Je pense qu'ils sont 6 millions, au minimum 5 millions ce soir. Les abstentionnistes. On a une France qui a fait une abstention politique. Et Emmanuel Macron sait très bien également que Jean-Luc Mélenchon l'amène tout de suite dans la bataille des législatives. Et je voudrais dire également, et je vous remercie à Sainte-Gabelle d'avoir l'intelligence de faire des accords, parce que Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus soft et rond, si vous voulez, qu'il y a 5 ans. Je rappelle que pendant 15 jours, dans cet entre-deux-tours, je sais de quoi je parle, je fais de la télé et de la radio, il a fallu se battre contre le fantasme des rouges-bruns, contre le fantasme de cette gauche qui de toute façon ne ferait pas barrage. Qu'est-ce qui se passe ce soir? À peine 12% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour Marine Le Pen. Ils ont voté pour Emmanuel Macron. Et en s'abstenant et en votant blanc, ils ont gelé le vote. Donc, ce procès d'intention qui a été fait, il va être encore pire, évidemment, pour les législatives. Mais je voudrais dire que, pour moi, ce soir, il y a une immense victoire, c'est que la gauche, elle est là.
Voilà, et paradoxalement, elle est plus là que la finaliste qui n'arrive pas à se mettre d'accord dans le camp nationaliste. Alors, on va faire réagir justement Romain Ben David qui veut nous expliquer Pardon, c'est un peu long, mais je voulais vraiment ramasser la chose. Pas de problème. Sur comment s'est fait le vote, Romain Ben David, vous avez des informations à nous donner? Oui, on a fait, en parallèle de ces estimations, de ces dépouillements réels issus des bureaux de vote, on a un sondage jour du vote. Et un peu comme pour le premier tour, les Français se sont déterminés surtout sur l'enjeu de la santé. Pour 68%, ça a été un enjeu déterminant. Sur le pouvoir d'achat, 66%. Et un degré moindre sur la sécurité, 60%. Et si on prend l'enjeu de l'environnement dont on a beaucoup parlé pendant la campagne, pour séduire notamment les jeunes qui sont très abstentionnistes, il n'a été déterminant que pour 43% des Français. Donc c'est pas l'enjeu majeur de cette élection présidentielle. Le mot de la fin, Sébastien Massini, la santé, première préoccupation. C'est quand même intéressant parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans cette campagne, soit dit en passant. Non, on n'a pas parlé de ces questions-là. La question de santé, pourtant, elle est prégnante. Regardez, les territoires ruraux, c'est là où il y a les plus forts déserts médicaux. Les quartiers populaires, c'est la même chose. On a une obligation aujourd'hui de porter ce débat-là lors d'élections législatives. Et je crois que la gauche est prête à porter cette bataille et la porter de manière unie, en dépassant ce qui a finalement désespéré notre camp au moment de l'élection présidentielle. Dernière question, le résultat à Sainte-Gabelle. Le résultat à Sainte-Gabelle, sur 3 bureaux de vote, 2 mettent Emmanuel Macron en tête, un bureau dévasté, malheureusement, un habitat éclaté, et Marine Le Pen est largement en tête sur ce bureau-là, ce qui fait que Marine Le Pen est en tête de 20 voix, ce qui fait du 50,40. Et sur le canton ? Et sur le canton, j'ai pas les résultats consolidés. Sur la commune centre-Haute-Rive, elle est devant de quelques voix. Parce que la gauche est mobilisée à l'entre-deux tours pour clairement faire barrage. Enfin, au premier tour, elle est quand même en tête dans une terre historiquement socialiste. Pourquoi est-ce qu'on parle de c'est Jospin? Oui, c'est Jospin. Quand même le dire. Mais c'est pour ça que j'en ai parlé dans l'intro. Alors, c'est une deuxième couronne de Toulouse, populaire. C'est pas les banlieues riches de Toulouse. Non, du tout. C'est pas vieille Toulouse. Non, c'est pas vieille Toulouse ni Ramonville. C'est ça. On est sur un territoire où on souffre de la fermeture de services publics, où il y a des déserts médicaux et surtout si on regarde le pouvoir fiscal de nos territoires, il y a 40% de gens qui payent l'impôt sur le revenu. Ça vous dit que c'est la France populaire, périphérique, celle qui souffre justement. Et je crois que là, voilà, ce soir c'est pas un vote de clivage politique, ce soir c'est un vote de clivage territoriaux et sociaux. Il y a cette réalité-là. Et s'il n'y a pas la justice sociale dans le débat législatif, on va encore vers une très grosse déconvenue. Merci beaucoup Sébastien Mancini, porte-parole d'Anne Hidalgo et maire de Sainte-Gabelle. On attaque notre premier débat des vraies voix. Il a donc été réélu avec 58% des voix environ, mais avec une abstention record et beaucoup de votes blancs et nuls. Il y a 5 ans, il avait été élu par 43% des inscrits. Au premier tour, il avait rassemblé 20,07% des inscrits et 27,84% des exprimés. Si on regarde bien, finalement, 4 Français sur 5 n'ont pas choisi Emmanuel Macron. D'où notre premier débat. Macron réélu, doit-il changer sa façon de gouverner? Et vous êtes 95% à dire oui. Philippe Bilger, si on regarde le premier tour, on ne peut pas dire, et même le second, que ce soit un blanc-seing pour Emmanuel Macron. Non, même si entre les deux tours, il a été obligé de récuser une certaine manière républicaine de faire campagne. Parce que, pardon de radoter, mon cher Philippe, mais je considère que durant les deux tours, quoi qu'on pense de Marine Le Pen, il y a eu une manière non républicaine de dénoncer un candidat qu'on qualifiait de non républicain. Je pense qu'Emmanuel Macron est trop intelligent pour ne pas comprendre qu'il ne peut plus se permettre, à partir d'un discours qui était étrangement court et dont je peux espérer que les promesses qu'il fait seront tenues, je l'espère, même si en général ça n'est pas la règle, il ne peut pas être assuré qu'à nouveau les Français seront dupes
de trahison qui toucheront le cœur même de l'attente des Français. Je veux dire qu'on considère que le pouvoir d'achat est le problème capital aujourd'hui, ou que, comme moi, je mettrais au moins l'insécurité et la justice au même niveau. Ce sont des plaies fondamentales dont il ne pourra pas se désintéresser. Donc, comme il le dit, ça m'oblige, mais il est obligé aussi de mettre de la substance dans le discours qu'il a tenu ce soir, dont j'espère qu'il n'est pas un pur exercice de rhétorique et totalement convenu comme certains discours suivant la victoire. Françoise de Gois, vous êtes obligée de répondre. C'est pas un blanc-seing pour Emmanuel Macron. Mais bien sûr que non. D'abord, je le redis, peut-être qu'il est le premier président réélu, et c'est vrai, hors cohabitation depuis le général de Gaulle. Ça, c'est certain, mais regardez les conditions de cette élection. Il ne peut pas le nier. Il a fait semblant en 2017 de croire que 66% des gens avaient adhéré parce qu'il en avait envie. Il a blanchi sous le harnais, j'espère, Emmanuel Macron. J'espère qu'il a 5 ans de plus et qu'il a bien compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand on va arriver, je parle sous contrôle de Romain, mais on va arriver à peu près à 33% entre l'abstention et les votes blancs et nuls. On va arriver à plus un tiers en tout cas plein du corps électoral français qui a politiquement refusé de rentrer dans cette histoire et qui considère que cette histoire n'est pas la sienne. Donc, il n'aura pas d'état de grâce comme tous les présidents réélus. Mitterrand n'en a pas eu, Jacques Chirac encore moins. Il doit faire des gestes et puis surtout, il l'oblige. Et moi, je suis d'accord absolument avec mon ami Philippe Bilger, c'est qu'il est obligé. Ce soir, 20h, l'encre était à peine sèche. Vous aviez Marine Le Pen qui est remontée sur son cheval, ce qu'elle n'a absolument pas fait la dernière fois aussi, sur les législatives, et 20h20, Jean-Luc Mélenchon sur les législatives. Ça, c'est absolument nouveau. Ça n'était pas le cas en 2017. Fillon avait complètement disparu. Oui. Le Pen était en dépression et Jean-Luc Mélenchon boudait. C'est terminé. En 2022, c'est autre chose. Vous avez un mot à dire sur ce que vient de dire Françoise de Gois et ce que vient de dire Philippe Bilger, mon cher Romain Ben David, avant de donner la parole à Pascal Jalabert, bien sûr. Il est excellent, il y a une patience, Romain. Je suis naturellement d'accord. Non, mais pour reprendre plutôt ce que dit l'opinion, quand j'en suis le modeste porte-parole, le Front républicain fonctionne de moins en moins. Donc dire que c'est le Front républicain qui a permis de gagner, je pense que c'est de plus en plus une erreur. D'abord parce que c'est la 3e fois que ça arrive. Ça baisse l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a baissé de moitié. Et que surtout Marine Le Pen a beaucoup gagné entre-temps. Rappelons qu'aujourd'hui, une majorité de Français disent qu'elle a la stature d'une présidente et qu'elle respecte la démocratie. On se souvient qu'il y a encore moins de 10 ans, 80% des Français disaient que le Front National n'était pas un parti démocratique. L'autre point, c'est que Marine Le Pen ressort devant Emmanuel Macron sur différents enjeux, et notamment les enjeux du quotidien, la sécurité, le pouvoir d'achat, les retraites, alors qu'Emmanuel Macron l'emporte, lui, sur les enjeux plus régaliens, sur la dimension statutaire d'un président de la République. Pascal Jalabert, oui, alors c'est pas un blanc-seing pour Emmanuel Macron. Non, c'est pas du tout un blanc-seing. Sébastien Vincini nous rappelait le résultat sur cette ancienne terre socialiste qui est devenue une banlieue populaire éloignée de Toulouse. De la 3e couronne, on peut dire, Sainte-Gabelle. Oui. Sainte-Gabelle, voilà, 3e couronne. Mais la première c'est Portet, la 2e c'est Muret, la 3e c'est Sainte-Gabelle. Oui, mais bientôt ça va être Pékin. Vous allez à nous entendre, Toulouse, ça sera Pékin avec 8 périphériques, n'importe quoi. Non, mais je termine. Non, mais pourquoi une partie de la population de la métropole s'installe à Sainte-Gabelle? Parce que les terrains et les maisons y étaient à portée de leur budget. C'est vrai. Ils sont pas tous là par choix. Donc voilà. Et je viens de regarder la première carte du vote. Eh bien, dans toutes ces zones périphériques, Marine Le Pen est en tête, malgré l'addition des votes de gauche et d'Emmanuel Macron, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Et là, en métropole, elle est déjà en tête dans 8 départements. Alors la Corse, déjà. Plus la Corse. Et puis on ne parle pas des dom-toms en plus. Voilà, on ne parle pas des dom-toms. Donc, entre la Corse et la métropole, ça fait 8 départements minimum, alors qu'il n'y en avait que 2, l'Aisne et le Pas-de-Calais, il y a 5 ans. Donc les communes, les territoires où Marine Le Pen a réussi au premier tour ont encore placé la candidature nationale en tête. Et en revanche, c'est vrai que Emmanuel Macron, eh bien, dans les banlieues et dans les villes où Jean-Luc Mélenchon avait obtenu de très bons scores, est nettement devant. Donc, le vote de gauche a fonctionné, les électeurs de gauche ont fait le boulot, mais dans ces zones-là, on ne veut plus d'Emmanuel Macron. Donc là, ça va être très difficile. Il va falloir qu'il s'adresse très vite à ses électeurs. Romain Ben David. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que par rapport à 2017, Marine Le Pen va probablement virer en tête chez certains
certaines catégories de population, alors qu'en 2017, Emmanuel Macron l'emportait quasiment partout. Dans notre all-in IFOP fiducial vendredi, Marine Le Pen était par exemple en tête chez les salariés, ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron doit quand même une partie de sa victoire, même si son score a augmenté entre vendredi et dimanche, à l'électorat retraité. Mais chez les actifs, en tout cas, il y a un match très serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pareil pour les habitants des communes rurales. Et puis si on prend des catégories plus fines, par exemple, Marine Le Pen est en tête chez la France des locataires, la France de ceux qui ont le bac ou un niveau de diplôme inférieur. Donc on est quand même sur... c'est plus la même victoire éclatante d'Emmanuel Macron. Et on est, au-delà du fait d'être sur des électorats divisés, on est sur des électorats qui ne se côtoient pas. Je voudrais faire la promo comme tous les soirs d'élection, pardonnez-moi, c'est un peu, depuis 20 ans c'est comme ça, de la carte du monde qui résume le mieux. C'est dommage qu'on la voit pas, elle est interactive et là vous vous rendez compte qu'effectivement, vous vous rendez compte à quel point le vote de Marine Le Pen est étal, vraiment Romain, il est étal dans les villes, il est étal dans le périurbain, dans la ruralité. On voit bien que l'Ouest, c'est-à-dire la Bretagne élargie évidemment, échappe évidemment à ce vote, mais en réalité, cette carte est étale et là où je suis, il faudra faire de l'analyse fine, effectivement. Quand les premiers résultats sont tombés ce matin sur la Guadeloupe et la Martinique et les DOM-TOM, où était arrivé en tête Jean-Luc Mélenchon et où, en fait, Marine Le Pen fait une razzia. Elle réalise un volte-face spectaculaire. Entre 60 et 75% des voix, à peu près. Alors qu'en 2017, Emmanuel Macron... je finis ma phrase. Oui. Voilà, Emmanuel Macron faisait 75-25, ça c'est complètement... Et les gens commençaient à dire, vous voyez, la porosité, les rouges-bruns, entre les deux populistes, Mélenchon et Le Pen, pas du tout. Dans tous les endroits où Jean-Luc Mélenchon arrive en tête au premier tour, eh bien c'est Emmanuel Macron qui résiste le mieux. On va revenir sur notre question de notre premier débat. Macron réélu, doit-il changer sa façon de gouverner? Est-ce que quelque part, Lydia Guirous, Emmanuel Macron, il n'a pas eu une chance énorme? C'est que dans cette présidentielle, on n'a jamais parlé de son bilan. Même Marine Le Pen, on n'en a pas parlé lors du débat. Oh, je pense qu'on en a parlé quand même. Il y a eu tellement de missions politiques. Après, il a réussi évidemment à esquiver. Ce qui était intéressant, moi je trouve, c'était pendant le débat de l'entre-deux tours, c'est que j'ai trouvé que Marine Le Pen, elle était en retrait, alors que c'était elle qui était censée être la challengeuse. Et on a eu un Emmanuel Macron à ce moment-là qui a vraiment rien lâché et qui était à l'offensive, qui était en attaque et je n'avais pas compris le positionnement de Marine Le Pen. Je me suis même demandé si elle avait véritablement envie, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait certains points sur lesquels elle aurait pu mettre en difficulté le président de la République. Elle ne l'a pas fait. C'était très étrange, d'autant plus que lors de ses dernières interviews, notamment sur LCI Rutel Krief vendredi, elle était beaucoup plus agressive, beaucoup plus frontale pour aller chercher les dernières voix. Donc non, je pense que ce qui devait être dit sur le quinquennat d'Emmanuel Macron a été dit. Les Français ont quand même de la mémoire et ils savent que ce n'est pas si mauvais. Philippe Bilger, on a parlé vraiment du bilan d'Emmanuel Macron dans cette campagne ? Pas autant qu'il aurait fallu, et je ne rejoins pas totalement Lydia. Marine Le Pen était absolument tétanisée, obsédée par le désir de faire oublier le débat calamiteux de 2017. Et donc elle a retenu, non seulement elle a retenu ses coups, mais elle n'y a même pas songé. Et étonnamment, en effet, dès que le débat était terminé, on a retrouvé dans les médias la Marine Le Pen classique, pugnace, combative, n'ayant peur de rien et attaquant le président. Et en ce sens-là, elle a manqué complètement sa cible sur le plan de l'argumentation politique, parce qu'elle a été en quelque sorte gangrenée par une sorte de timidité qui devait la dissuader de s'abandonner au pire comme celui de 2017. Et en ce sens-là, la campagne a été inégale des deux côtés à cause des adversaires, de l'énorme emprise médiatico-politique contre elle, et à cause de son propre fait, parce qu'elle a été beaucoup plus impuissante qu'elle-même
l'attendait d'elle-même. Françoise Degois. Il faudra aussi qu'on analyse, je rejoins ce que dit Philippe, parce qu'il aborde comme ça en passant à un sujet, il faudra qu'on analyse le pouvoir de prescription médiatique. Je pense que les 15 jours qui viennent de s'écouler ont été quasiment 90% d'appels sur les chaînes de télé, à travers des tribunes, mais même à travers la position d'éditorialistes, d'appels à barrer l'extrême droite. Et en réalité, quand vous regardez les efforts consentis dans ce que Marine Le Pen appelle une attitude déloyale, quand vous regardez, qui a même choqué des gens qui votent pour Emmanuel Macron, mais qui trouvent la façon absolument exagérée dont finalement tout l'ensemble médiatique a fait sa campagne, quasiment pas tout l'ensemble, mais une partie. Et en réalité, il faudra bien voir le pouvoir de prescription. La réalité, c'est qu'on voit aussi, et si Romain Ben David a raison de dire que, bon, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, le frein républicain prend pas tant l'eau que ça. Il le prend un peu, c'est vrai. Elle se rapproche de plus en plus, mais quand même, il a quand même tenu encore cette fois. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais on voit bien que le pouvoir de prescription de tout un système ne fonctionne de moins en moins. La réalité, c'est que en 2002, tout le monde y allait, tous les rédacteurs en chef, toutes les rédactions y allaient. Chirac contre Le Pen, ça fait 82% pour Jacques Chirac. Là, cette semaine, ça a été fou. C'était un rouleau compresseur. La réalité, ça termine piteusement à 58 avec un tiers des Français qui vont pas voter ou qui mettent blanc. Donc il faudra aussi, mais évidemment nous ne tirons aucune leçon de cela, donc j'émets un vœu pieux, mais quand même réfléchir à la façon dont ce second tour a été mené, également dans la façon de couvrir la campagne. Moi, il y a des choses qui m'ont vraiment heurté profondément. Pascal Jalabert, vous êtes d'accord avec cet unanimisme où on disait vous n'avez pas le choix, faut voter ça ou sinon... Oui, après, bon, les éditorialistes, il faut quand même que nous gardions notre liberté de prendre position, du moment qu'on ne travestit pas les faits, puisque faut rappeler que le fait et le commentaire sont distincts. Mais moi, je pense que les Français, ils ne tiennent pas compte de tout ça. Je viens de regarder au hasard une commune, c'est Lézignan-Corbière, département de l'Aude. Donc, Lézignan-Corbière, pour avoir un rendez-vous chez un médecin, il vous faut patienter 3 mois, 4 mois, 6 mois. C'est une commune... Un spécialiste, tu veux dire oui, un spécialiste, mais de base, un dermato... pas un généraliste. Voilà, pas un généraliste, mais je parle pas d'un spécialiste de maladie rare. Je parle d'un dermato, je parle d'un ORL, enfin de... Voilà, il faut... ce genre de choses. Voilà, la présidente de région a réhabilité les arrêts de train, heureusement, mais il y a moins de banques, il y a moins de services publics, il y a des commerces dans le cœur de ville qui ferment. C'est une commune qui a eu un maire socialiste de la Libération à 2020, qui votait François Mitterrand à 77%, et là, qui a voté François Hollande à 68%, et là, Marine Le Pen réalise 63%. Vous imaginez le virage, on est en terre socialiste, donc du coup, les questions de désertification médicale, services publics en milieu rural, aujourd'hui, ce sont des urgences vitales. Justement, est-ce qu'on n'est pas parlé, quand on parle, on va pas parler que de l'Occitanie, mais c'est quand même très intéressant. Non, mais c'est très intéressant. Est-ce qu'on n'est pas passé des terres socialistes aux terres brûlées socialistes, Romain Ben David? Alors, c'est sûr qu'on est au niveau grande zéro. Pour les socialistes comme pour LR, on est au niveau grande zéro. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pas mal, on regarde. Si vous voulez faire du Jules Verne, 20 milieux sous les mers, c'est ça? Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on voyait beaucoup de reportages, on était surpris de voir beaucoup d'électeurs, que ce soit d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen, qui disaient c'est pas normal, je vois pas d'électeurs de Marine Le Pen autour de moi, et inversement, je vois que des électeurs qui votent Marine Le Pen, ou sont les électeurs d'Emmanuel Macron. Et c'est vraiment important de dire qu'on est dans beaucoup de cas sur deux France qui ne se côtoient pas, et c'est là où ça peut être considéré comme inquiétant, parce qu'à l'époque du débat droite-gauche, dans les dîners de famille, on avait des oppositions violentes entre la droite et la gauche. Là, c'est vraiment un camp contre l'autre. Et si on reprend les analyses de Jérôme Fourquet, on a schématiquement une France triple A, qui regroupe grosso modo les métropoles les plus attractives, les banlieues résidentielles, les zones du littoral, les stations de ski. Et puis on a plus une France qui fait moins rêver, avec des industries, des bassins industriels en crise, des zones rurales plus excentrées, des petites villes qui ont moins d'attrait touristique, qui vont plus se porter sur Marine Le Pen. Ce qui veut bien dire qu'il y a très peu d'interaction entre les deux, et c'est là où on peut être véritablement inquiet. Les vraies voix spéciales présidentielles, notre premier débat jusqu'à 23h. Macron réélu, doit-il changer sa façon de gouverner? Vous êtes 95% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour la suite du débat. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Découvrez Gabriel, aide-ménager chez O2. O2, des métiers pour celles et ceux qui aiment aider.
Je veux avoir ma place, ils n'attendent plus pour être formé. Avec O2 je me dépasse, ça donne envie d'évoluer. Je deviens salarié, les formations me sont payées. O2 pour évoluer, ma carrière devient réalité. Mes compétences gagnées me font apprendre de beaux métiers. On est plus heureux quand on est chez O2. Ménage, aide aux seniors, garde d'enfants, rendez-vous sur o2recrute.fr. O2. Sud Radio, la grande soirée des présidentielles, Philippe David. Retour des vraies voix pour notre premier débat jusqu'à 23h. Macron réélu, doit-il changer sa façon de gouverner? Oui, ça n'a pas bougé depuis quelques secondes. Vous êtes toujours 95% à dire oui. Jean Dorido nous a rejoint, notre psy et vraie voix. Bonsoir Jean. Bonsoir Philippe, bonsoir les amis. Salut. Et est-ce que pour vous, on va revenir dessus, c'est un blanc-seing pour Emmanuel Macron, cette victoire, elle est à 58-42 pour schématiser? Alors, je crois que c'est tout sauf un blanc-seing. On peut faire un peu d'histoire politique. En 2002, Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen passe avec 82% des voix. Jean-Marie Le Pen réunit à peu près 5,5 millions d'électeurs. En 2017, Emmanuel Macron face à la même Marine Le Pen passe avec 66% des voix, avec une Marine Le Pen à 10,5 millions d'électeurs. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron passe avec seulement 58% des voix, une Marine Le Pen qui gagne 7 millions de voix entre les deux tours, qui rassemble près de, on va dire, entre 13 et 15 millions d'électeurs. Donc précisément, c'est tout sauf un blanc-seing pour le président. Alors Philippe Bilger, vous posez une question, parce que 95%, c'est quand même un score un peu brejnevien sur les bords, parmi les auditeurs de Sud Radio qui disent qu'Emmanuel Macron doit changer de manière de gouverner. Qu'est-ce qu'il doit changer avant tout? La forme ou le fond? Mais en fait, vous avez raison Philippe, parce que j'ai été frappé durant les débats, comme si au fond, dans l'analyse politique en France, on n'osait pas faire référence à la manière de gouverner. Et alors que parfois, ça peut être le seul reproche valable fait à une pratique présidentielle qui, sur le fond, peut être parfois acceptable. Mais il devrait changer. Moi, je l'ai perçu, cette présidence, en dépit de l'environnement, comme autarcique, solitaire et presque, j'allais dire, royal. Il y a quelque chose dont Emmanuel Macron ne parvient pas à se défaire, de mon point de vue. C'est précisément de sa nature. Il a beau vouloir aller vers le peuple, faire peuple, il y a quelque chose qui en permanence montre qu'il n'y croit pas totalement et que peut-être il ne parvient pas à se détacher d'une croyance tout de même assez forte dans sa propre valeur. D'ailleurs, il aurait tort de ne pas y croire. Mais parfois, elle donne l'impression d'un clivage permanent entre ceux qu'il préside et lui. Et Françoise Degois, qu'est-ce qui doit changer avant tout? Le fond, la forme ou les deux, mon capitaine? Les deux, mon capitaine. D'abord, ce qui est reproché à Emmanuel Macron, et ça, tous les enquêtes le disent, c'est vraiment son arrogance, sa verticalité. Il a un exercice du pouvoir extraordinairement vertical. Alors, c'est vrai que c'est la 5e, mais lui, il le pousse au paroxysme. La prétention, l'arrogance, c'est vraiment son trait de caractère. Bon, ce soir, on l'a pas trop vu, il manquerait plus que ça. Enfin, à chasser le naturel, il revient très vite au galop. Et puis, il y a une question politique pure. C'est quoi son architecture de gouvernement? Il va lancer évidemment la bataille des législatives. Il va falloir qu'il y ait un Premier ministre ou une Première ministre digne de ce nom. Quelle est son architecture? Quand vous avez reçu un message comme ça, qu'est-ce qu'il nous donne Jacques Chirac quand Jean-Marie Le Pen est au second tour? Il donne Jean-Pierre Raffarin à Matignon. Bonjour la réponse. Alors là, la réponse... Ça a permis qu'on ait les raffarinades quand même. Non mais d'accord, on s'est bien marré pendant quelques temps. Mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné... Il faut win the no against the yes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment à un moment donné répondre, et on répond pas avec blablabla, on répond bien sûr avec des lignes politiques. Vous savez, il n'y a qu'une seule vérité, c'est le budget dans un pays. Vous pouvez toujours dire que vous êtes social, c'est les lignes que vous fléchez qui disent si vous l'êtes ou pas, et l'architecture politique. Qu'est-ce qu'il va prendre comme casting à Matignon? Est-ce qu'il prend un techno? Je vous ai posé la question après. Et ben voilà. Donc alors, on va en parler après. Donc il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Voilà mon vieux. Il doit changer le fond, la forme ou les deux? Les deux. Complètement les deux, parce que s'il ne change que l'un, ça ne fonctionnera pas. Il suffit pas d'aller voir les gens
pour qu'ils vous disent ah ben oui, finalement il n'est pas si distant de moi. Il faut répondre à leurs problèmes. Tout à l'heure je vous ai cité une commune d'Occitanie. Là je vais remonter un peu plus au nord, Haute-Loire, Bassan-Bassé. Bassan-Bassé, c'est entre Saint-Étienne et le Puy-en-Velay. Jacques Barrault, ça vous parle? Oh oui, centriste. Donc centriste. Je parle de Jacques Barrault, pas de Laurent Wauquiez. Je parle de Jacques Barrault. L'archétype du centriste, humaniste. Voilà, il était donc député, conseiller général à Bassan-Bassé. Pendant longtemps, 55% pour Marine Le Pen. Voilà. Non. Donc, 55% sur les terres de Jacques Barrault. Donc, vous voyez, 55% chez Jacques Barrault, 50% chez Lionel Jospin, 63% dans les terres socialistes de l'Occitanie. Donc, il y a quand même des sujets et les électeurs n'attendent pas de cérémonie au président, ils attendent des réponses sur ces sujets. Donc, il doit changer complètement le contenu, que ce soit sur le social, sur le service public, sur les territoires, et puis la forme, c'est-à-dire, moi je crois que ce qui lui a manqué, c'est des relais, des capteurs locaux et des gens pour appliquer ces politiques sur le terrain. Lydia Guirousse, il faut qu'il change le fond, la forme ou les deux? Le micro n'est pas ouvert, alors il faut allumer le micro. Déjà, Guirousse qui n'arrête pas de se marrer. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi elle reçoit des textos, elle n'arrête pas de rire, on aimerait rire. Il y a la partie sérieuse et là on sait les vraies voix, donc on se lâche un peu. Il y a la fatigue, et puis il y a quelques messages assez drôles que j'ai pu recevoir et qui m'ont donné un petit fou rire. Je vous prie de m'excuser pour cela, mes chers amis. Non mais vous avez tout à fait raison, et le président de la République l'a dit, il va falloir réconcilier, il va falloir changer de méthode, il va falloir entendre aussi ces Français qu'il a pu rencontrer. Il y a un élément qui est important, c'est vrai que, et vous l'avez dit encore une fois, c'est qu'il a manqué de personnes, de députés véritablement expérimentés pour faire remonter des élus locaux, pour faire remonter les attentes du terrain, savoir un peu ce qui se passe dans les territoires, et sans doute cela, au bout de 5 ans, ils ont quand même compris, hein, donc c'est pour ça qu'ils parlent de davantage de concertation, davantage de dialogue, davantage d'écoute, davantage de proximité. C'est ce que le président a dit pendant les différents discours, et c'est ce que les personnes qui sont autour de lui et qui vont dans les médias nous répètent, c'est que ça doit être intégré. Comme on a un docteur en psychologie avec nous, mon cher Jean Dorido, il doit changer quoi avant tout? Le fond, la forme ou les deux? C'est sûr que la forme à la fois le sert et en même temps le dessert, c'est-à-dire qu'elle le sert parce que il est jeune, il est il est plutôt bien de sa personne, et donc elle le dessert parce qu'il a un petit peu ce syndrome du premier de la classe qui agace tout le monde. Ce sont ces critiques en arrogance, ces procès en arrogance qui lui sont faits. Et puis, sur son intervention ce soir très courte, d'un quart d'heure comme ça au Champ de Mars, c'est un fait qu'il n'a pas un mot pour son adversaire du second tour. C'est vrai. Et même les personnes qui ont voté pour son adversaire arrivent en dernier, en troisième. Il s'adresse d'abord aux personnes qui ont voté pour lui sans le soutenir officiellement pour faire barrage à son adversaire. Et ça, c'est vrai que ça a une forme d'inélégance qui risque de laisser des traces, même les sportifs, même les boxeurs, même les adeptes du MMA commencent par saluer leur adversaire à l'issue de la confrontation. Là, il n'a pas un mot. Je suis bien d'accord avec vous, Jean, ça m'a choqué. Ça vous a choqué, mais Marine Le Pen, pour la première fois, normalement, le perdant salue et félicite celui qui devient président de la République. Elle ne l'a pas fait. Elle rompt avec une tradition républicaine. Et ça aussi, ça doit quand même choquer dans une certaine mesure. Ce qui aurait rendu l'hommage du président encore plus élégant s'il l'avait fait. Et puis c'est quand même un fait qu'il y a cet étiquetage d'extrême droite qui est repris à l'unisson. Il y a plus de 10 millions d'électeurs qui sont qualifiés d'extrême droite, et ça n'est pas juste. Parce que ça n'est pas fidèle à la réalité. Et ça aussi, ça risque de laisser des stigmates qui risquent quand même de laisser de longues traces difficiles. Philippe Bilger, vous êtes d'accord avec cette analyse de Jean Dorido? Mais comment ne pas être d'accord avec une analyse de psychologue? mais sérieusement... Et docteur en psychologie en plus. Je trouve tout de même, Jean, que l'exercice de ce soir
dont on pouvait attendre finalement plus de vanité de la part du président n'a pas été mauvais. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que, par exemple, il soit parti d'un constat qui est le contraire de 2017, où il affirmait vouloir nous rassembler. Il est parti là clairement d'une France fracturée. Il a dit elle ne va pas, elle est éclatée, elle est divisée. Et donc il y a déjà là l'aveu d'une lucidité dont on peut le créditer, me semble-t-il. Moi, je ne suis pas soupçonnable d'avoir la moindre complaisance à l'égard d'Emmanuel Macron. J'ai trouvé ce soir que c'était mieux. C'est beaucoup moins prétentieux. C'est la première fois que Emmanuel Macron met en avant le fait que, en gros, en sous-titre, il faut « Je suis élu, c'est grâce à vous qui avez fait barrage ». Il le dit. Il le dit pas tout à fait comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est ça qu'il met en avant. Il met, en gros, il y a plein de gens qui ont voté pour moi et qui m'aimaient pas, je le sais. Il l'acte, ce qu'il n'avait absolument pas fait aussi fortement, je dirais, en 2017, le soir du Louvre. Donc, je trouve ça, moi, je trouve que on est un peu, il faut pas, moi, je veux bien m'opposer. Je suis très touchy sur la façon. J'ai trouvé que ce soir, au moins, il tentait de faire un effort. Je n'ai aucune illusion sur la suite, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mais j'ai trouvé que ce soir, il essayait quand même de corriger ce point qu'il a, parce qu'on tombe toujours du côté où on pense. Alors, Romain Ben David veut réagir. Ensuite, Pascal Jalabert et Jean Dorido. Romain Ben David. Peut-être qu'au-delà du style, il y a aussi une question de clarification du programme politique. Voilà. Il a beaucoup évolué à gauche pendant l'entre-deux tours avec différentes promesses. Et vers l'écologie. Et vers l'écologie, sur la planification écologique, la retraite minimum à 1100 €, ou l'indexation sur l'inflation. Alors que rappelons quand même qu'il a augmenté ses voix très fortement au premier tour en siphonnant l'électorat de droite, en prenant notamment 40% du vote des retraités. Voilà, et surtout chez les retraités, qui sont eux, au contraire, très attachés, je dis ça sans être péjoratif, à un programme plus conservateur, notamment en termes de protection sanitaire. Face à la menace en Ukraine, il est apparu très rassurant. Là, le fameux en même temps, entre un programme qui a glissé un peu plus à gauche pendant l'entre-deux tours pour essayer de séduire un peu l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, et un électorat de droite qui lui a quand même assis sa victoire et un score très large au premier tour, il y a une clarification qui va être nécessaire pour les législatives. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. La constitution du gouvernement sera très importante. Est-ce que c'est blablabla, je me suis repeint en vert, ou est-ce que j'appelle par exemple Yannick Jadot au gouvernement, ou quelqu'un vraiment de spécialisé? On va en parler tout de suite. Pascal Jalabert. En effet, donc il y a deux preuves de cette ouverture à gauche à donner très vite. C'est la composition du gouvernement, et deux, des éléments de programme. Un bon exemple, ça serait de dire, écoutez, la réforme de retraite, j'ai dit 65 ans, mais finalement, je mets tout sur le tapis, et puis on verra ça avec les syndicats. Il faut qu'ils donnent des gages visibles et forts. Alors c'est vrai qu'appeler Yannick Jadot au gouvernement et revenir sur les retraites, ça serait ça. Mais attention, parce qu'en face, ils sont partis comme des fous. Je vous lis un tweet de Yann Brossa, donc le porte-parole du PC à la mairie de Paris. Communiste. Voilà ce qu'il dit. 42% des gens qui votent pour l'extrême droite, soit un record absolu, et les mecs se trémoussent au champ de Mars autour d'un DJ. C'est dire s'ils ont pris la mesure du problème. Donc du coup, on a une gauche qui est partie très offensive, et là, Emmanuel Macron, s'il attend 8 semaines pour lui donner des gages, ça risque d'être dur aux législatives, mais surtout dans les relations sociales. Jean Dorido voulait dire un mot, et après on va parler du futur, ou plutôt même de la future Premier ministre, avec Caroline Pilastre qui nous a rejoint. Notre amie Françoise Degois est en partie se reposer un peu. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Oui, bonsoir Caroline. Oui, non, j'aimerais effectivement réagir par rapport à cet hommage du président aux personnes qui ont voté pour lui dans l'idée de faire barrage. C'est évidemment un hommage extrêmement stratégique, pour ne pas dire machiavélique, parce que c'est un fait qu'il y a aujourd'hui, pour les législatives à venir, le spectre d'une union de la gauche qui se profile, avec un Jean-Luc Mélenchon qui est très adroit et qui a déjà commencé à semer les graines d'un rassemblement autour de sa personne pour faire un gros bloc de gauche, parce qu'il faut rappeler quand même qu'on a un vrai souci de représentativité démocratique dans ce pays, puisque aujourd'hui, au moment où on se parle, sur 577 députés, donc c'est le pouvoir législatif, c'est très important, la séparation des pouvoirs dans une démocratie, et bien sur 577 députés, LFI et le RN, qui représentent des millions d'électeurs, n'ont que 25 députés sur 577. Et c'est effectivement le souci aujourd'hui du président de réussir à obtenir le même élan qu'en 2017,
2017, avoir une grosse majorité LaREM. Qu'est-ce que va faire LR? Pour l'instant, c'est un mystère, même si déjà le maire du Touquet a commencé à quand même aller à la gamelle. Et donc, si vous voulez, c'est un vrai souci d'avoir cette représentativité. À la gamelle. Et ben oui, la gamelle, à l'époque des radicaux socialistes, la Troisième République, et à Lyon et autres, on s'en souvient, ils étaient, voilà, il n'y a que ça qui compte en réalité, oui, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et c'est un vrai souci aujourd'hui pour le président, ce spectre d'une union de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait peut-être réussir à créer un vrai problème pour le nouveau président de la République reconduit dans ses fonctions par le peuple souverain. Alors, il y a quand même des noms qui courent pour le prochain locataire de Matignon. Ce serait plutôt la prochaine locataire, puisqu'il y a 3 noms avec 3 profils complètement différents. Une ex-socialiste, Elisabeth Borne, Nathalie Kosciusko-Morizet, allez, on va dire écolo de centre-droit, et Christine Lagarde, libérale pur jus. Philippe Bilger, ancienne patronne du FMI, le Fonds monétaire international et maintenant de la Banque centrale européenne. Est-ce que pour vous, comment analysez-vous ce casting? Quel est le meilleur choix pour vous, Philippe Bilger, d'après les 3 noms qui courent? Avec Elisabeth Borne, certainement une femme intelligente, ce ne serait pas un Matignon guiret et pétillant d'esprit, mais elle est pourquoi pas. Alors, je vais être parfaitement privatiser ma réponse, mon cher Philippe. Je suis à fond pour Nathalie Kosciusko-Morizet pour une raison qui est, dont vous allez comprendre à quel point je suis capable de dépasser ma situation particulière. Elle m'a fait l'honneur, il y a des années, de lui demander de lui remettre la Légion d'honneur. Alors, comment voulez-vous que je sois hostile à une femme qui a accompli ce défi de demander à un type comme moi de lui remettre une Légion d'honneur, et je l'ai fait, donc je suis à fond pour elle et probablement je perdrai mon pari. Et en plus, on peut pas dire que vous allez à la gamelle comme c'est déjà fait pour faire du Jean Dorido. Et si vous me permettez un mot encore, Philippe, Christine Lagarde, je peux pas m'empêcher d'avoir encore un résidu d'éthique. Certes, elle a été condamnée d'une manière parfaitement ridicule pour négligence, mais mon Dieu, est-ce que on peut pas trouver quelqu'un qui n'a pas un petit passé, quoi? Ça peut exister un peu. Il existe des personnalités politiques sans passif, nom d'un chien. Lydia Guirousse, des 3 noms qui sont le plus murmurés. D'expérience, quand les noms sont murmurés un peu trop tôt, c'est souvent les noms qui ne ressortent pas à la fin. Mais pourquoi pas? Elisabeth Borne est une femme compétente, qui a de l'autorité, qui connaît ses dossiers. Nathalie Kosciusko-Morizet a aussi toutes ses qualités, avec une modernité, mais elle est depuis quelques années aux États-Unis où elle travaille. Donc est-ce que ce n'est pas un élément? Et puis pour Christine Lagarde, il me semble qu'elle a indiqué qu'elle n'était pas disponible, et c'est toujours bien d'avoir quand même quelqu'un. On peut toujours dispositionner de la BCE. C'est quand même bien d'avoir quelqu'un à la BCE de français, donc quitter la BCE, ouais, moi j'y crois pas beaucoup. On verra dans les jours qui viennent. Certains murmurent aussi que Jean Castex pourrait rester jusqu'aux législatives. Donc on verra. Et d'ici la décision, il y aura beaucoup de rumeurs et beaucoup de noms qui vont circuler. Alors, Pascal Jalabert. Moi, je vais ajouter un 4e nom. C'est quelqu'un de pas très connu qui m'a été soufflé par un ancien député. C'est Caroline Cayeux. C'est la maire de Beauvais. Voilà, elle a été... Qui était filloniste. Qui était filloniste, mais qui s'est... sur la fin du mandat, s'est clairement ralliée à Emmanuel Macron. Elle était présidente de l'association des villes moyennes de France, à tel point qu'on l'a écartée parce qu'on serait trop macroniste pour l'association des maires de France. Ça peut être un profil nouveau, quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui sait faire des campagnes, parce que les 3 noms qu'on a cités, si c'est pour les nommer tout de suite, elles ont un problème, c'est que Nathalie Kosciusko-Morizet en campagne... Elle sait faire campagne, Nathalie Kosciusko-Morizet. On l'a vu à Paris quand même. Dans quel contexte? On ne peut pas dire
que sa famille politique lui ait rendu service pendant cette campagne. Il faut avoir un peu de mémoire. Est-ce qu'elle est capable Elle avait d'être... gagné à Longjumeau, qui n'était pas quand même un territoire acquis pour elle. Est-ce qu'elle est capable de tenir un Bayrou, un Philippe, etc. dans le Marigot? Elle cocherait toutes les cases, en tout cas pour la Macronie. Non, elle ne coche pas toutes les cases. Ah bah si, pour Macron, je pense elle que coche des cases. Femme, elle s'occupe de transition écologique et elle est de centre droit. Après, c'est un bon choix pour les LR, je n'en suis pas sûre. C'est plus un pour sujet, vous, justement, LR. Caroline Pilas, vous commencez avec 10 minutes d'avance, c'est pas grave. C'est de ces trois profils, alors éventuellement Caroline Cayeux, il n'y a que des femmes déjà. C'est qui le meilleur profil pour vous? Les trois que vous avez cités, Philippe, sont très crédibles. Mais vu la rumeur d'NKM, je pense vraiment qu'il peut faire ce choix parce qu'il y a une question générationnelle. Ce que je vous disais, elle est très orientée écologie depuis des années, donc c'est vraiment une cause qu'elle défend et je suis bien placée, j'étais sur sa primaire. Donc c'est une femme, voilà. Lui qui n'arrête pas de parler d'égalité homme-femme, donc ça serait très bien pour la parité. Et elle connaît les hautes fonctions, puisqu'elle a été dans plusieurs gouvernements et c'est une sarkozyste. On m'envoie un texto, c'est quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, c'est Patrick Roger qui me dit que Richard Ferrand pourrait tenir la corde également, qui est président de l'Assemblée nationale. Jean Dorido, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces profils? Il y a un seul homme, c'est Richard Ferrand. Oui, non, alors écoutez, Elisabeth Borne et Nathalie Kosciusko-Morizet partagent vraiment une qualité à mes yeux, c'est que ce sont des ingénieurs toutes les deux. Là, il n'y a pas du tout de corporatisme de votre part. Je dis ça, je dis rien, parce que vous êtes ingénieur en plus d'être psy, c'est pour ça. Non, mais oui, mais c'est un fait que c'est quand même, les ingénieurs, c'est quand même des personnes intéressantes et intelligentes en général. Maintenant, en ce qui concerne NKM, c'est un peu une calamité en politique. Elle a flingué la campagne de Sarkozy en 2012. Caroline l'a rappelé et Lydia aussi. Elle est partie depuis dans le privé. Mais on a le droit de penser ça. New York. Ce sont des personnes qui sont des espèces de mercenaires en fait de la vie politique. Ces personnes-là sont des espèces de hauts fonctionnaires qui passent du privé au public et qui n'ont aucun souci de l'intérêt national. On peut rappeler que les Kosciusko-Morizet mais il a le droit de penser ça. Vous n'êtes pas d'accord? Des young leaders américains. Oui, mais quand il a fini de parler. C'est une personne qui, pour l'indépendance de la France et pour le destin des Français, serait vraiment tragique. Et puis, une fois de plus, elle ne s'est jamais illustrée dans le souci qu'elle aurait pu avoir des plus nécessiteux, des plus faibles. C'est de la haute bourgeoisie, c'est une vieille dynastie politique à Sèvres, en région parisienne. Elle a vraiment ce profil de premier de la classe qui est parfois à juste titre reproché à la Macronie. Et je pense que ce serait une erreur, je dirais, tactique et stratégique du président fraîchement réélu de mettre cette grande bourgeoise à la plus haute fonction ministérielle. Alors, question... Lydia, non, mais je vous en prie, parce que moi, je pense qu'on a compris mon agacement. Lydia est très agacée, moi aussi, parce qu'on peut lui faire quelques procès, notamment d'avoir loupé sa campagne à Paris, et c'est vrai qu'elle n'avait pas été aidée par les barons de la droite parisienne, mais bon, c'est quand même quelqu'un de compétent, qui sur l'environnement a quand même été désavoué en partie par Nicolas Sarkozy. À un moment donné, elle avait des ambitions beaucoup plus fortes que ça. C'est quelqu'un de structuré. Bon, normalement, elle a des qualités. Comme vous l'avez dit, elle coche des cases. Mais moi, je ne la vois pas en patronne au milieu d'un Bayrou, d'un Édouard Philippe, d'un Christian Estrosi. On l'oublie celui-là, mais il va quand même se manifester. Et puis surtout de l'aile gauche. Parce que là, aujourd'hui, Richard Ferrand, alors, il a quand même toujours cette affaire en justice pendante, mais des mutuelles de Bretagne, on rappelle laquelle. Des mutuelles de Bretagne, mais l'aile gauche de la Macronie, aujourd'hui, elle est en droit de pousser ses pions, parce qu'elle va dire attention, rappelez-vous, c'est grâce à nous qu'on a été élus. Alors, il y en a quelques-uns qui tentent de revenir par la fenêtre, Manuel Valls, mais là, ça serait plus catastrophique qu'autre chose pour Emmanuel Macron. Ségolène Royal, pareil, eux, ils ont fait leur temps. Non, elle a soutenu Mélenchon. Ségolène Royal, c'est pas possible. Il y a quelques jours, on parlait beaucoup de Julien de Normandie. Est-ce que maintenant ça se murmure encore? Je sais pas. Ça fait partie des rumeurs, mais moindre. Après, il faut quelqu'un qui impacte et qui incarne. Ouais, c'est ça. Oui. Je voudrais vous poser une question
question à tous. Philippe Bilger, est-ce que Emmanuel Macron, la question c'est doit-il changer sa façon de gouverner? Ça bouge pas, ça vote beaucoup, mais c'est toujours 95% de oui. Est-ce qu'Emmanuel Macron, qui est quand même... Ah bah non, je voulais dire quelque chose, je crois, mon cher Romain Ben David, sur le Premier ministre. En fait, c'était plus sur le sondage jour du vote. Effectivement, on a posé la question aux Français quelle personnalité souhaiterait le plus comme Premier ministre. Il y a plusieurs enseignements. D'abord, il n'y a pas vraiment de consensus qui ressort. Ce sont quand même des personnalités de droite qui arrivent devant. Donc Christine Lagarde est citée en premier avec 12%. Bruno Le Maire arrive pas loin, enfin venant de la droite en tout cas avec 11%. François Baroin 8%. Et attention quand même au déficit de notoriété de certaines personnalités qu'on a évoquées. Julien de Normandie par exemple n'est cité que par 1%. Elisabeth Borne par 2%. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet est plus connue, mais elle ne ressort pour l'instant qu'à 2% des souhaits des Français. Oui. Donc effectivement, oui. Et Jean Castex, quand il a été nommé, je pense que peu de Français le connaissaient. Oui, donc. Mais oui, mais alors, une personne qui va aussi incarner un Premier ministre, dans la minute où il est nommé, tout le monde le connaît, il fait les plateaux télé. Peut-être un deuxième Premier ministre, mais généralement un premier, que ce soit une élection, c'est quand même quelqu'un qui a mouillé la chemise. Raffarin n'était pas très connu. Qui est assez connu. Il était quand même ministre avant de... Oui, mais bon, il n'avait pas une autorité. C'était pas Juppé. Mais par contre, un deuxième Premier ministre, on prend Fabius ou là, effectivement, Castex. Effectivement, là, c'est plus quelqu'un qui va être plus un gestionnaire. Mais un premier, il y a quand même une dimension politique. Alors justement, je voudrais vous poser une question à tous, parce que c'est quand même ce débat. Emmanuel Macron, allez-y. Je me disais, mais pourquoi pas Nicolas Sarkozy comme Premier ministre? Certains ont murmuré ça, j'ai entendu ça dans la bouche de certains analystes, j'ai lu ça. Alors, on n'a jamais vu un ancien président de la République finir Premier ministre. Eh ben oui, écoutez, il y a toujours des premières fois à tout, mais puisqu'on est en train d'essayer de se dire qui Premier ministre, je pose ça dans le débat. Ah bah pourquoi pas, après tout. Justement, est-ce que Emmanuel Macron, pour vous, est capable de rassembler? Philippe Bilger. Je pense qu'il a échoué sur ce plan durant le premier quinquennat et je veux espérer que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est évidence que c'était un homme intelligent et que précisément ça va être son dernier mandat. Et on peut considérer, quand on est hostile de manière systématique, qu'il va pouvoir tout se permettre, et même le pire, moi j'irais jusqu'à soutenir que dans la mesure où c'est son dernier quinquennat, il peut se livrer peut-être à toutes les audaces, à toutes les provocations, mais qu'elles le conduiront peut-être au meilleur. En tout cas, je veux dire, par rapport au quinquennat qui vient de s'écouler, il a beaucoup de travail à faire, sur lui-même d'abord, et sur le projet politique et sur la manière de présider, mais il n'est pas incompatible, il n'est pas inconcevable qu'il y parvienne. Et je voudrais dire à notre ami Jalabert que NKM ne manque pas d'autorité, je peux vous le garantir. Non, bien sûr. Françoise de Gouin, n'importe quoi. Lydia Guiroux, est-ce qu'il est capable de rassembler Macron? Je pense, oui. Je pense qu'il est capable de rassembler. Je pense que dans une certaine mesure, il avait déjà démontré en attirant à lui des personnes qui venaient de la droite, qui sont devenus des ministres forts de son gouvernement, de ses gouvernements, et également des personnalités qui venaient du centre et même des écologistes comme Barbara Pompili. Et d'après les discours qu'il a tenu et ce qu'on peut lire, évidemment, il va aller vers un rassemblement plus large. Il a parlé aussi de grands dépassements. Il a dit sa volonté d'aller chercher toutes les forces républicaines, humanistes, parce que je pense qu'il a compris sur la fin de son quinquennat et avec cette campagne qu'aujourd'hui, il devait rassembler tous ceux qui étaient dans le camp dit des raisonnables, tous ceux qui souhaitaient que la République vive encore. Et ça l'oblige absolument. Et c'est pour ça qu'il a eu un ton qui était dans la gravité, avec une forme d'humilité et de sobriété, alors qu'on aurait pu s'attendre à un discours beaucoup plus long. Voilà. Et là, il y avait de la gravité quand même chez le président de la République. Juste pour compléter ce que vous dites, il termine quand même avec une popularité assez forte pour un président en exercice, hors cohabitation, en 43%. C'est largement devant François Hollande et c'est un peu devant Nicolas Sarkozy. Ce qui est vrai avec Emmanuel Macron, c'est que par contre, ceux qui ne
l'apprécie pas, l'apprécie vraiment pas. Donc il est très clivant, mais il a comme une popularité qui est plutôt, en plus qui est rare, qui a été en hausse pendant tout son quinquennat. Est-ce qu'il est capable de rassembler, Pascal Jalabert? Il va falloir qu'il le démontre. Après, il a montré quand même une capacité à créer un mouvement qui rassemblait des personnalités de droite et de gauche, ce qui quand même, même François Mitterrand en 88, quand il avait appelé Jean-Pierre Soisson et quelques autres personnalités de droite, n'avait pas réussi jusqu'au bout. Je crois qu'on peut comparer un peu ce scénario. Alors Mitterrand avait nommé Rocard un peu plus pour embêter Rocard qu'autre chose, mais il n'empêche que il avait pour la première fois dépassé le clivage gauche-droite. Là, Emmanuel Macron, il va devoir aller beaucoup plus loin. Est-il capable d'avoir d'autres écologistes que Barbara Pompili, François de Rugy, qui avait déjà été avec François Hollande, d'autres personnalités socialistes que celles qui sont déjà venues, et puis à droite, évidemment, là, ça sera peut-être un peu moins difficile, mais il doit montrer ce rassemblement à la fois sur les personnalités, à la fois sur le contenu. Est-il capable, dans la quinzaine qui vient, de proposer un projet avec des mesures qui plaisent aux écologistes, qui plaisent à l'électorat de gauche? Donc voilà, il va devoir jouer à la fois sur le fond et sur les nominations. Caroline Pilastre, est-il capable de rassembler? Eh bien, moi, je ne pense pas. Si on parle des Français, non. Il y a une telle fracture, il y a un tel clivage en France que je ne pense pas qu'en 5 ans, M. Macron pourra réussir à rassembler et à fédérer. Parce qu'il y a eu tellement d'erreurs en termes d'éléments de langage, en termes de communication. Justement, vous parliez, messieurs, de la détestation. Et sans parler des sensibilités de gauche ou de droite de chacun, mais je pense que c'est vraiment lié à sa personne, parce qu'il n'a pas tout fait mal, mais simplement quand il a insulté les Français, comme dernièrement, je vais reprendre quand même pour paraphraser le nouveau président, j'emmerde les Français. Et ensuite, je les emmerde affectueusement et amicalement. Il y a des choses qui ne s'oublient pas. En France, on aime la sobriété. On peut tous faire des erreurs. Nous sommes tous faillibles et le président le premier. Mais c'est vraiment une question d'attitude et de comportement. Et je pense que beaucoup de Français ne l'oublieront pas. Et ce second tour a été surtout un vote de rejet. Que ce soit en faveur ou en défaveur de l'un ou de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, la France est clivée comme jamais. Quand on voit les chiffres, pardonnez-moi, mais Marine Le Pen a fait quand même 12 millions d'électeurs et il en a fait 17 millions. Et si on prend Monsieur Mélenchon, il en a fait 10 millions, plus les abstentionnistes. Donc, à mon avis, il va avoir beaucoup de mal à rassembler les Français. Jean Dorido, est-ce qu'il est capable de rassembler Emmanuel Macron? Eh bien, écoutez, comme cela arrive parfois, pour ne pas dire souvent, je retrouve l'analyse de mon amie Caroline Pilastre. Je pense que évidemment, exactement, il ne peut pas rassembler les Français. Je le regrette d'ailleurs. Vous savez, tout le monde se réclame aujourd'hui de Gaulle, et André Malraux disait le gaullisme. Si vous voulez savoir ce que c'est que le gaullisme, c'est le métro à 18h. Et Emmanuel Macron, c'est tout sauf le métro à 18h. Donc évidemment, il a, vous savez, notre plus terrible biais psychologique, c'est je crois ce que je vois. Et donc Macron, oui, il a ce look de gendre idéal, donc on voit bien qui vote pour lui, ce sont les personnes âgées et les jeunes favorisés, qui le trouvent évidemment, à juste titre, très inspirant. Et tout le reste, qui est énorme, c'est une population énorme en France, qui ne se retrouve pas dans ce gendre idéal, eh bien effectivement, je rejoins l'analyse de Caroline, il ne peut pas rassembler ces gens-là, c'est le président quand même des Gilets jaunes. On n'avait pas vu une telle émeute populaire en France depuis extrêmement longtemps. Effectivement, c'est le président qui explique qu'il emmerde les non-vaccinés. Donc c'est un monsieur qui est très très clivant et c'est vrai que c'est regrettable. Toutefois, on peut envisager que ça va être très très difficile pour lui de réussir et à ramener les Français dans le champ de la politique et notamment ramener les abstentionnistes. On peut rappeler que sur le nombre de voix, de 2017 à 2022, il ne bouge pas, voire même il perd des électeurs. Donc c'est quand même un vrai souci. Merci Jean Dorido, vous devez nous laisser. C'est Céline Pina, une autre vraie voix qui va prendre votre place. Verdict pour ce premier débat. Macron réélu doit-il changer sa façon de gouverner? Vous êtes 95% à dire oui. Mon cher Romain Ben David, vous allez devoir nous laisser, vous vouliez dire un mot, mais permettez-moi d'abord de vous remercier parce que vous êtes quelqu'un, je le dis, d'extrêmement compétent, d'extrêmement sympathique et c'est un plaisir de faire des soirées électorales avec vous. Merci beaucoup Philippe, merci à tous. Mais je ne suis pas dans la flagornerie. Non, je vous connais bien. Jamais.
J'en doute absolument pas. Non, pour compléter que Emmanuel Macron soit clivant, oui, mais quand on avait le débat droite-gauche historique, De Gaulle était très clivant, Mitterrand était très clivant, Giscard l'a été en son temps. La différence là, c'est qu'on a deux électorats qui ne se côtoient absolument pas, ou très peu. Encore une fois, quand il y avait le clivage droite-gauche, on pouvait à table débattre avec son oncle en disant il y en a un qui était de gauche, l'autre qui était de droite, il y avait des débats parfois violents, mais on débattait. Là, on l'a vu dans les reportages pendant l'entre-deux tours, où les gens disaient moi je vois pas d'électeurs Macron autour de moi. On a deux France qui se côtoient très peu, et c'est là où, au-delà du clivage qui lui est très naturel, est très inquiétant. Moi je dirais même trois France, Oui. parce que en effet, on le voit bien en regardant la carte du vote des territoires, et je suis pas sûr qu'on a vu au premier tour la France des banlieues et des centres-villes qui a voté Mélenchon, celle qui a voté Le Pen, qui est dans les anciens bassins industriels et dans la ruralité qui se sent la plus abandonnée, et puis celle d'Emmanuel Macron qui est la France qui va bien. Hein. Exactement. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une vraie scission. Et c'est ça qui va être très compliqué à rattraper par la suite. Voilà, tout ce monde part de façon de plus en plus divergente et déconnectée, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que on ne fréquente que sa sphère. Donc là, il y a un gros travail pour le prochain gouvernement d'essayer de raccrocher les wagons. Ça paraît quand même très difficile parce que malheureusement tous ces mots remontent à plusieurs années. Peut-être une des pistes, mais c'est à vérifier, c'est de rapprocher les pouvoirs. Et là, il va falloir qu'Emmanuel Macron aille contre sa nature et lâche beaucoup de compétences aux collectivités locales, en espérant que les élus locaux aient les moyens et l'envie et la passion de faire le job. Tout de suite, notre second débat. Merci encore à Romain Ben David qui nous laisse, et il mérite bien un peu de repos.